Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh participe aux travaux de la séance plénière. Sommet qui se tient en Russie. Et concernant également dans l'actualité nationale, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu hier dans son cabinet l'ambassadeur de la République d'Égypte. Et dans l'actualité internationale, le nouveau président tunisien Kais Saied a annoncé ses priorités en prêtant serment devant le Parlement avant de prendre ses fonctions. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé-Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, participe aux travaux de la séance plénière au sommet Russe-Afrique. Eh bien, le président Guelleh a pris part aujourd'hui à Sochi, donc aux travaux du sommet historique Russie-Afrique sous le thème Paix, sécurité et développement, en présence de plus de 40 dirigeants africains. Au cours d'une séance plénière, les dirigeants ont examiné en profondeur une série de questions inscrites à l'ordre du jour international et comparé leurs points de vue sur des questions cruciales d'un intérêt vital pour la Russie et l'Afrique. Les dirigeants ont discuté également du renforcement de la coopération entre la Fédération de Russie et les pays africains pour découvrir les ressources naturelles, l'économie, la science et l'éducation. Le chef de l'État donc a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a indiqué que ce premier sommet historique ouvre un nouveau chapitre donc dans la promotion et le renforcement des relations entre la Russie et l'Afrique. Écoutons le président Guelleh. Monsieur le Président, Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, président en exercice de l'Union africaine, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du premier sommet Russie-Afrique et d'exprimer à mon tour mes sincères et plus sincères remerciements au gouvernement et au peuple russe pour la chaleur de leur accueil et pour leur hospitalité dont ma délégation et moi-même sont l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Sochi. Ce premier sommet historique ouvre un nouveau chapitre dans la promotion et le renforcement des relations entre la Russie et l'Afrique. Il s'inscrit aussi dans un grand mouvement des pays industrialisés qui reconnaissent l'émergence du continent africain comme marché potentiel du XXIe siècle. Nous sommes convaincus que ce premier sommet sera suivi par d'autres et que la Fédération de Russie, grâce à ses ressources, son expérience et ses technologies, apportera sa pierre à l'édification d'un système économique équitable. Notre continent s'est développé beaucoup plus rapidement que d'autres régions du monde grâce à la mise en place des réformes importantes dans le domaine de la gouvernance de ces institutions et l'arrivée massive d'investissements directs étrangers, ainsi que l'émergence d'une classe moyenne qui a relancé la consommation. De ce fait, elle constitue actuellement le plus grand marché émergent de ce siècle et offre à ses partenaires un espace d'échange et d'investissement. Même si nous sommes confrontés dans certaines zones de notre continent à la persistance de troubles qu'il conviendra de solutionner pour témoigner le décollage du continent dans son ensemble, je suis confiant pour atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne mon pays, nous avons su tirer profit de notre position géographique stratégique dans la Corne de l'Afrique, aux abords d'une des voies maritimes les plus fréquentes au monde et d'une réelle stabilité en créant des conditions favorables au développement des affaires. Ces atouts nous ont permis d'attirer d'importants investissements directs étrangers dans le secteur des infrastructures portuaires et ferroviaires. Le secteur privé est le moteur de croissance de notre économie et les actions du gouvernement visent à créer un environnement favorable et un climat des affaires propices à son épanouissement. Tous ces efforts nous ont permis de nous hisser pour la deuxième année consécutive parmi les pays les plus réformateurs du monde. L'environnement favorable aux affaires a ainsi permis à notre pays de prospérer et d'améliorer la performance économique et sociale à tous les niveaux,
car notre pays jouit désormais d'une croissance économique forte et se positionne parmi les meilleurs en Afrique et offre de bonnes perspectives dans l'avenir. À cet effet, nous encourageons les hommes d'affaires et investisseurs russes à venir visiter notre pays et voir de visu les opportunités d'investissement qu'offre notre pays en général dans nos zones franches. Notre pays a aussi un potentiel touristique particulier qui présente d'opportunités d'investissement. Nous sommes très disposés d'ouvrir au monde entier et bien sûr aux investissements russes la porte du marché de notre continent. Permettez-moi de terminer en réitérant notre gratitude au gouvernement et au peuple russe pour cette louable initiative et pour leur hospitalité et exprimant tous nos vœux de succès à ce premier sommet Russie-Afrique. Je vous remercie. Autre actualité de ce 15 heures, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu hier dans son cabinet l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti, Dr Mohamed Mustafa Orfi. Le ministre Younis est d'emblée déclaré heureux d'accueillir le représentant d'un pays, l'Égypte, un pays très solidaire avec Djibouti dans de nombreux domaines, notamment le secteur de l'énergie. Pour sa part, l'ambassadeur égyptien a remercié le ministre pour la qualité appréciable de son accueil et salué les bonnes relations entre les deux peuples et les deux pays, et se dit heureux de contribuer par son travail au renforcement de ces relations. Sous la présidence de l'honorable Abdelrahman Awale, la commission des affaires étrangères s'est réunie lundi pour l'examen des textes suivants. Projet de loi numéro 59 de l'année 2019 de la 8e législature portant ratification de l'accord de financement pour les projets intégrés de transfert monétaire et renforcement du capital humain. Un projet de loi numéro 60 de l'année 2019 portant la ratification de l'accord de financement dons et prêts. Le projet d'amélioration et de renforcement du secteur de la santé. Pour ce texte abordé en premier, la séance s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye. Concernant le projet de disposition sur les transferts monétaires et renforcement du capital humain, la Commission des affaires étrangères a recueilli les éclairages et précisions de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Madame Mouna Ousmane Aden. Au terme d'un débat constructif, les deux projets de ratification ont reçu l'avis favorable des commissions pour sa transmission et adoption en séance publique. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. L'actualité maintenant dans les régions de l'intérieur et notamment au nord du pays, à Obok. La chef de mission de l'OIM à Djibouti, Mme Lalini Verassami, s'est rendue dans la journée du 17 octobre à Obok avec une importante délégation. À son arrivée à Obok, elle a été accueillie par le préfet de la région, Abdul Malik Mohamed Banoïta, ainsi que le président du conseil régional d'Obok. Une courte pause a été faite par la délégation à la préfecture où ils ont eu donc un entretien avec le préfet sur la gestion des mouvements de migration interne induits par le risque naturel des changements climatiques à Djibouti. Plusieurs questions étaient au centre de discussion. Après donc l'entretien à la préfecture, le conseil régional a abrité la cérémonie de lancement du projet intitulé renforcer les connaissances et la gestion des mouvements en migration interne induits par les risques naturels des changements climatiques à Djibouti grâce au financement du Fonds de développement de l'OIM. Les allocutions d'ouverture ont été donc assurées par le préfet d'Obok, Abdul Malik Banoïta, le président du conseil régional et d'autres personnalités comme Mme Lalini Verassami. Eh bien, le préfet de la région, Banoïta, a déclaré que l'objectif de ce projet est de contribuer à l'amélioration de la résilience des migrants environnementaux à Djibouti et en particulier à Hayou. Écoutons. Qui a cru très rapidement. Ils sont passés de quelques maisons aujourd'hui à plus de 350. C'est très important. Donc, comme je disais sur le document du projet, l'État n'a pas pu suivre ces rythmes accélérés de l'installation de cette communauté. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir pensé à cette communauté, le fait d'avoir laissé aussi un choix, parce que ce n'est pas un projet qui est figé, d'après ce qu'elle vient de me dire, la chef de mission de l'OIM, c'est un projet flexible. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est à la communauté aujourd'hui et aux autorités de cette région de bien réfléchir sur les projets en question qui pourront impacter la vie de cette communauté cible et qui pourront permettre aussi à ce que ces gens-là améliorent non seulement leurs conditions de vie, mais également l'environnement dans lequel elles s'établissent. Moi, j'aurais souhaité aussi, s'il y a une possibilité, parce que l'objectif du gouvernement, c'est de sédentariser les populations là où ils sont. Et pour sa part, la chef de mission a souligné que ce projet rentre dans le cadre de la migration interne à Djibouti et que le choix de la région de Hayou n'est pas donc anodin. Écoutons. On est là et j'ai voulu vraiment le lancer, ce projet, avant mon départ parce que c'est vrai qu'on est une organisation qui se spécialise sur la migration, Organisation internationale pour les migrations. C'est vrai que la problématique de la migration, à Obok, on l'a vu sous l'angle des migrants étrangers, des Éthiopiens qui traversent, qui vont vers le Yémen.
Mais c'est vrai que l'OIM adresse la question de la migration de toute forme et de toute façon dans d'autres pays. Et la question de la migration interne n'avait pas été abordée à Obok. Et on l'a vu, on a fait une petite étude l'année dernière avec le concours du Conseil régional et des jeunes d'Obok. Une petite étude avec la population et les ménages de Fantehero nous a montré qu'il y a quand même une population qui est venue du nord, de la région d'Obok, et qui s'est installée à Fantehero. Pas tous, certainement, mais il y a quand même une population importante. Et beaucoup de femmes, et beaucoup de personnes âgées, mais aussi beaucoup de jeunes qui maintenant sont à Fantehero. Donc, en réfléchissant ensemble avec la région d'Obok, on s'est dit, on va développer quelque chose pour la région et on va développer quelque chose pour ces populations qui se retrouvent en situation aussi de vulnérabilité, qui aurait été bien qu'on les appuie. Et c'est avec le concours de l'OIM même, c'est l'OIM qui finance à travers ce qu'on appelle le fonds de développement de l'OIM, qui finance ce projet à hauteur de $200 000 sur 2 ans et qui commence. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. En Tunisie, les priorités du nouveau président Kais Saïd, respect de la loi, égalité entre tous les Tunisiens, renforcement des droits des femmes. Le nouveau président de la Tunisie a annoncé ses priorités en prêtant serment devant le Parlement. Explication. De chef de l'État par intérim Mohamed El Nasser, nommé pour 90 jours après le décès en juillet du premier président élu démocratiquement au suffrage universel en Tunisie, Béji Caïd Essebsi. Lors de sa prestation de serment devant le Parlement, il a remercié tous les Tunisiens et Tunisiennes aux 4 coins du monde qui ont voté pour lui, ceux aussi qui ont voté librement pour son adversaire, l'homme d'affaires controversé Nabil Qaraoui. Quasiment inconnu jusque-là sur la scène politique, cet ancien universitaire de 61 ans, spécialiste du droit constitutionnel et candidat sans parti, élu le 13 octobre avec 72% des voix, prenant de court la classe politique. Martelant son attachement au respect de la loi, il a également assuré qu'il n'est pas question de porter atteinte aux droits de la femme sous les applaudissements des députés, des responsables du gouvernement et des invités diplomatiques. Monsieur Saïd a aussi souligné le besoin de renforcer le droit de la femme tunisienne, notamment socio-économique. Pourtant, il s'était prononcé clairement lors des interviews accordées à des médias locaux contre l'égalité en matière d'héritage, une question délicate car elle touche un principe dicté par le Coran selon lequel une femme hérite le plus souvent de la moitié d'un homme. Décrit comme inflexible sur ces principes, Saïd est ouvertement conservateur sur les questions de société, mais selon des analystes, son discours politique ne s'appuie pas sur des références religieuses. Et voilà qui nous ramène de parler de ce procès historique contre ExxonMobil. Aux États-Unis, le géant pétrolier ExxonMobil a-t-il trompé ses actionnaires et ses investisseurs sur les risques liés au changement climatique? La question se pose lors d'un procès inédit qui oppose la compagnie américaine au procureur démocrate de New York. Explication. Le géant pétrolier ExxonMobil a-t-il trompé ses actionnaires et ses investisseurs sur le risque lié au changement climatique? Eh bien, les audiences dans ce procès, qualifié d'historique par plusieurs experts en droit environnemental, résultat de 4 ans d'enquête du procureur, promettent d'être suivies de près par l'industrie pétrolière. Comme par ailleurs, les militants de l'environnement, dont plusieurs se trouvaient mardi soir dans la salle d'audience, dans sa plaidoirie d'ouverture, le représentant du procureur, Kevin Wallace, a accusé Exxon d'avoir prétendu à tort pendant quelques années aux actionnaires et investisseurs de ses projections d'activité à long terme étaient plus réalistes que celles de ses concurrents, car elles intègrent le risque d'un durcissement des législations de nombreux pays qui veulent limiter les émissions de gaz à effet de serre. Cette présentation trompeuse serait traduite selon lui par une surévaluation des actions du groupe et des dommages pour les actionnaires évalués entre 476 millions et 1,16 milliard de dollars. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.